Correctement. Moi, j'ai le chat. Bonjour à tous, bonjour à toutes. On est bon? C'est bon. On est bon. Super. Bah, écoutez, merci de m'avoir rejoint ce matin très tôt. J'espère que vous pouvez profiter de votre café au calme. Et la première petite coquille du matin que je découvre dans le slide deck, et heureusement, elle n'est pas de mon fait, c'est que on est sur une conférence très novatrice puisqu'on va découvrir Office 365 et Microsoft 355, comme vous pouvez le voir ici. Bon, plus sérieusement, je vais me présenter rapidement. Je suis Adrien Nissim-Sokar, je travaille chez HubCollab en tant qu'architecte Microsoft 365. En gros, derrière ce titre un peu généraliste, ça veut dire que je travaille essentiellement sur toute la stack Microsoft 365 avec un gros focus sur Teams et comment est-ce qu'on va pouvoir faire des automatisations autour de Teams, de la collecte d'informations et des créations de workflows et ce genre de choses. Je suis MVP depuis maintenant un peu moins d'un an et vous pouvez me suivre sur mes différents réseaux qui sont sur cette slide. Et enfin, membre de la communauté AMS et BIZAPS où j'organise à la fois des événements et je participe, comme aujourd'hui, des événements. Donc l'idée d'aujourd'hui, c'est de voir comment est-ce qu'on va pouvoir automatiser et si on automatise, on va pouvoir collecter et donc par la suite analyser toutes les données, ou du moins une grande partie des données, qu'on va appeler les données d'usage, donc les données de consommation, des services et des workloads de la suite Microsoft 365. Donc, ce que je vous propose comme agenda, c'est de regarder et de se pencher d'abord sur pourquoi est-ce que l'analyse est importante, avant de rentrer un peu dans le dur des workflows, des graphes API, ce genre de choses, voir un peu pourquoi est-ce que c'est important. On pourrait se dire, on laisse les choses tourner. Il y a différentes solutions à disposition. Je ne vais pas en présenter qu'une. Enfin, je vais rentrer un peu plus dans le détail dans une d'entre elles, ou du moins celle que moi je préfère utiliser de par mes appétences. Mais il y en a d'autres qui existent et il n'y a pas une solution miracle. Par contre, en fonction des solutions, les solutions vont s'adapter plus ou moins en fonction de votre contexte. Que vous soyez une très grosse organisation avec un très gros volume ou une plus petite avec des complications différentes les unes des autres. Après, ce qu'on va voir, c'est concrètement Graph API. Parce que à partir du moment où on veut collecter, on devra passer par Graph API. Et c'est là que se trouvent les rapports, mais pas que. On verra qu'on pourra aller plus loin parce que Microsoft n'est pas parfaite et ne propose pas toutes les informations dont on aurait besoin. Et potentiellement, on voudrait aller un peu plus loin que ce que nous fournissent les rapports de base. Enfin, on va voir un peu comment est-ce qu'on fait cette automatisation, parce que c'est bien de les collecter une fois, mais on n'a pas envie d'avoir à faire ça manuellement tous les jours, toutes les semaines et tous les mois. Et enfin, parler un petit peu des challenges et où est-ce qu'on peut commencer pour celles et ceux qui voudraient se lancer là-dedans, ayant découvert ça à peu près fin 2017, début 2018, autour d'un webinar un peu perdu. Et c'est là que ça m'a fait rentrer sur la Power Platform et la suite. Donc déjà, commençons par le début. Un constat, c'est qu'aujourd'hui, on a, et pour avoir été pendant plusieurs années ce qu'on va appeler un administrateur système réseau, les admins système réseau et les admins Microsoft 365 sont de plus en plus surchargés de travail, ont énormément de choses à faire puisque Microsoft, qu'on adore tous, ne fait que rajouter des workloads, rajouter des informations, rajouter donc de la charge de travail sur les admins. Et très souvent, j'échange avec des organisations et parfois le constat au cours de la discussion, c'est que les admins nous disent on n'a pas le temps en fait. On n'a pas le temps de regarder, de faire du monitoring. On utilise uniquement les dashboards de base. On sait qu'ils ne nous conviennent pas parce qu'on voudrait aller plus loin, mais on n'a pas le temps de se concentrer sur ça parce qu'on a notre run, on a nos projets et qui ne cessent d'augmenter. Et il y a un vrai besoin de pouvoir connaître ces données parce qu'aujourd'hui, le maître mot, même si ça ne fait pas qu'aujourd'hui qu'on parle de les entreprises qui mettre tout l'accent sur la data, le fait que la data, c'est le cœur de l'entreprise. Mais il y a aussi le fait de connaître ces données pour pouvoir prendre des bonnes décisions. Dire que tel service ne fonctionne pas ou tel service est peu consommé ou alors qu'on voit que dans tel pays, on a telle et telle brique dans tel service qui est largement utilisé par rapport à d'autres, ça ne se verra que lorsqu'on aura une connaissance de nos données. Et cette connaissance-là permettra de prendre des bonnes décisions ou du moins de pouvoir faire des choix en connaissance de cause. Donc, pardon, quand on regarde la chaîne dans sa globalité pour essayer de connaître ces données, on va commencer d'abord par faire toute la partie de collecte. La partie de collecte, on va la voir par la suite, et on va voir comment est-ce qu'on la fait. Après, on va potentiellement transformer la donnée, puisque la donnée nous est fournie quand même de manière un peu brute de la part de Microsoft, ce qui va nous permettre de faire de l'analyse.
Et enfin, on revient dans un cycle potentiellement de mise à jour de ces données qu'on aura collectées et on refait une collecte. Et ça c'est le cycle, on va dire, perpétuel pour arriver à connaître ces données autour de Microsoft 365 puisqu'il y a des signaux, il y a des indicateurs qui comment dire? Qui ont lieu tous les jours et qu'il va falloir collecter pour savoir, combien de meetings ont eu lieu, combien d'utilisateurs sont actifs sur tel et tel workload et cetera. Et tout ça va nous permettre de prendre des décisions. Sans ces informations-là, on ne peut pas prendre réellement de décision. Enfin, on peut, mais c'est des décisions un peu au doigt mouillé. On va regarder les consoles généralistes, mais ça ne va pas forcément nous suffire. Ça ne va pas forcément être contextualisé à notre besoin. Qu'est-ce qui existe déjà de manière native? De manière native, on a plein de consoles. Beaucoup pensent aux consoles d'admin ciblées sur tel ou tel workload. On a les consoles d'admin Teams, comme vous pouvez voir ici en haut à droite. Mais on va avoir aussi les consoles d'admin Exchange, les consoles d'admin SharePoint, les consoles d'admin même Power BI. Et tout ça nous donne une vue très quand même avec un peu des œillères, parce qu'on ne regarde qu'un workload dans un contexte bien précis et pas forcément dans sa globalité. C'est très pratique quand on est administrateur de tel ou tel service, mais ça ne nous donne pas la vision transverse. Et quand on veut prendre des décisions sur, par exemple, de l'adoption, sur des choix de est-ce qu'on fait avancer la Power Platform ou pas dans l'entreprise, il va falloir avoir cette vision transverse et pas juste de regarder tel ou tel produit en question. Maintenant, ce que fait quand même Microsoft depuis même plusieurs années, c'est qu'ils fournissent un dashboard qui a changé son nom. Avant, c'était Office 365 Usage Analytics. Maintenant, c'est le M365 Usage Executive Summary, enfin, ou Usage Analytics que vous voyez ici. Celui de gauche, c'est l'ancienne version, et celui de droite, c'est la nouvelle. Celui-là est quand même a plutôt bien évolué dans le bon sens. Microsoft a rajouté pas mal de valeurs, a mis énormément de choses en avant, mais il y a quand même toujours des pain points. Le premier, c'est que c'est tout à fait compréhensible de la part de Microsoft. Ils vont pas s'amuser à stocker indéfiniment toutes les données, surtout des données de ce type-là, à l'échelle de tous les tenants. Ça serait pas envisageable pour eux d'un point de vue infrastructure. Il y a des coûts derrière qu'il faut prendre en compte. Et le côté historique peut quand même être gênant parce que 180 jours maximum, ça fait peu pour certaines organisations. Pour des petites TPE, PME, ça peut être amplement suffisant. Mais si on cherche à regarder dans la durée, 180 jours, parfois, c'est même pas la moitié d'un projet, la moitié de réalisation d'un projet dans certaines organisations. Donc, on va avoir ces premières problématiques. Une deuxième qui est plutôt peu connue, mais qui pourtant est extrêmement importante de mon point de vue et de l'expérience que j'ai pu avoir sur ce type de projet, c'est la manière dont Microsoft va définir un utilisateur actif. La manière dont Microsoft va définir qu'un espace est obsolète, qu'un site SharePoint n'a pas d'activité. C'est quelque chose qui est très important parce que un utilisateur actif va être différent en fonction de son profil. Si on prend une entreprise qui dispose, par exemple, qui a plusieurs métiers, on va avoir des sales, on va avoir des RH, tout ce qu'on retrouve dans le grand classique, mais on va avoir aussi des first line workers. La définition d'un utilisateur actif, un utilisateur digitalisé actif, first line worker, est totalement différente de celle d'un administrateur système et réseau qui va être au quotidien dans Teams. Donc, il faut aussi essayer de s'approprier un peu ces données et se dire que ce que pousse Microsoft dans ce contexte-là est extrêmement bien, mais mérite d'être regardé avec un œil un peu critique et essayer de contextualiser par rapport à sa propre organisation, les différents personas qui peuvent y avoir. Et il va falloir, bien sûr, essayer de s'approprier ces données et potentiellement de les retransformer par la suite pour y ajouter les contextes de l'organisation, la hiérarchie et le cas que je vous évoquais avec la définition de qu'est-ce qu'un utilisateur actif, qu'est-ce qu'un espace actif, etc. Donc ça, c'est toute la partie qu'on va appeler out of the box qui est native. Les objectifs principaux, comme je les ai mis sur cette slide, c'est principalement de monitorer et la partie alertée, déclenchée est un petit peu optimiste sur ces versions natives, puisqu'il y en a peu qui offrent cette capacité, mais l'objectif d'avoir cette vision, c'est aussi de pouvoir réaliser des déclenchements automatiques, notifier automatiquement des personnes ou des groupes de personnes par rapport à des triggers qu'on va atteindre sur certaines KPI, par exemple. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire de manière un peu plus custom ? La première des solutions, et
on verra par la suite que c'est l'une des meilleures solutions, du moins de mon expérience. Et n'hésitez pas dans le chat si vous avez des expériences similaires, différentes. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, surtout n'hésitez pas à le signaler. Je serais ravi d'avoir d'autres retours d'expérience là-dessus. Mais ce que je constate quand même aujourd'hui, c'est que le PowerShell reste quand même la base pour venir faire ce type de collecte. Parce que c'est l'un des outils qui a le plus d'accès comparé à par exemple de la Power Platform en utilisant Power Automate ou en utilisant les consoles d'admin ou autres. Avec PowerShell, on est sûr d'aller beaucoup plus loin. Ensuite, il y a la possibilité de passer par des outils custom, des outils tiers, des outils SaaS. L'exemple que j'ai mis ici, je ne travaille pas pour eux ou autre, mais c'est juste que vu que c'est autour du webinaire que j'avais vu en 2017 de cette société qui d'ailleurs avait été rachetée à l'époque, je me suis dit que j'allais le mettre en avant parce qu'ils sont vraiment très en avance et j'en profite pour avoir échangé avec eux il y a quelques jours. Ils ont un webinaire sur leur toute nouvelle version d'analyse très avancée autour des données Microsoft 365 dans leur globalité. Aussi bien voice, UC que collaboration. Donc, n'hésitez pas à regarder sur LinkedIn ou sur leur site le lien du webinaire. Ça sera pour la semaine prochaine. Maintenant, je reviens en arrière, excusez-moi. Maintenant, on a aussi quand même, et ça va être, vous vous doutez bien pour celles et ceux qui me connaissent et qui ont suivi d'autres sessions de ma part, ça va être ce qu'on va regarder, la Power Platform, comment est-ce qu'on va pouvoir utiliser potentiellement des outils d'automatisation, que ça soit du Power Apps, que ça soit du Power Automate, pour venir collecter ces données. Et déjà, je vous donne un premier élément, même si vous l'avez entendu dans l'agenda. Pour collecter, on va passer par Graph parce que Graph va être cette API centralisée qui nous permet de s'interfacer et d'avoir récupérer ces informations. On va voir par la suite qu'est-ce que c'est Graph. Donc, Graph, si vous voyez ce logo quelque part, dans un document, dans un blog, dans Microsoft Learn, dans une documentation, dites-vous que vous êtes au bon endroit. C'est le logo de Microsoft Graph. Mais qu'est-ce que c'est derrière Graph pour celles et ceux qui ne seraient pas techniques ou qui potentiellement ne connaîtraient pas? Graph, je me suis posé la question comment est-ce que je pouvais présenter, et pour moi, Graph, il faudrait le voir vraiment comme un pont. C'est un pont entre vos différents services et Microsoft 365. Ça va vous permettre de venir vraiment avoir accès à l'intégralité des informations de votre plateforme Office 365, Microsoft 365. Alors, quand je dis la phrase l'intégralité, c'est un peu le discours marketing. Il faut être réaliste, l'intégralité des données n'y sont pas. Mais Graph est en perpétuelle évolution et Microsoft ne cesse de rajouter des endpoints, de rajouter des capacités et de l'information à travers. Et dans les différentes conférences, que ce soit la Build, que ce soit Ignite et autres, Microsoft n'a de cesse, depuis maintenant plusieurs années, vraiment plusieurs années, d'accentuer l'effort fait sur Graph et surtout de rappeler au monde et au monde de IT dans lequel nous faisons partie, que concrètement, la stratégie et la vision, c'est d'aller encore plus loin dans Graph. Et donc, Graph, on va dire, c'est la modernité par rapport à d'autres outils ou d'autres solutions, même si ce n'est pas parfait. Il faut vraiment garder ça à l'esprit et on le verra encore sur la partie PowerShell, je le rappellerai sur d'autres cas. Donc, il faut voir Graph vraiment comme un pont et on va devoir prendre ce pont pour pouvoir accéder à ces informations. Et nous, on le prendra depuis Power Automate en l'occurrence. Maintenant, ce qui est bien avec Graph, c'est que c'est une API qui est totalement unifiée, mais c'est aussi une API qui suit complètement la structure, ou on va peut-être appeler ça l'architecture, comme c'est présent sur cette slide, des workloads Office 365. C'est-à-dire que si on regarde une équipe Teams repose sur un groupe Microsoft 365. Un moderne TeamSite repose sur un groupe Microsoft 365. Un plan planeur appartient, du moins est possédé par un groupe, forcément, etc., etc. On a toute cette logique fonctionnelle qui se retrouve d'un point de vue technique au niveau de l'architecture.
Et c'est très agréable de se dire que quand on a cette vision, parce que souvent, quand on est fonctionnel, on connaît ça. On sait, oui, bah, avec un Teams, j'ai un groupe, avec mon Teams, j'ai un site SharePoint, mais c'est le même, donc ils sont liés. Eh bien, on va pouvoir rapidement s'y retrouver parce que les URL et les endpoints pour pouvoir naviguer dans Graph et retrouver les informations par rapport au team et par rapport au groupe associé, par rapport au site du team et donc du groupe, etc., retrouver les ressources du team, tout ça suit cette même logique. Donc, si on regarde, par exemple, ici, on a le groupe ID, ben, on va pouvoir descendre en dessous et on sait que si on demande quels sont les planeurs, donc juste en rajoutant /planner à la fin du groupe ID, on sait qu'on rentre dedans. Et donc, c'est total, ça suit la logique, ça suit cette logique qu'on connaît de un groupe, le plan, dans le groupe, il y a les membres, il y a les propriétaires, etc. Maintenant, Graph API, sans rentrer, j'ai réduit un petit peu cette image-là parce qu'il y avait beaucoup d'informations au-dessus par rapport au système de développement, aux méthodes. J'ai préféré limiter pour faciliter la compréhension. S'il y a un point à retenir sur Graph API et comment s'y connecter, c'est la partie autorisation et authentification. Et ça va passer par une application Azure AD qu'il faudra ajouter. Alors, le mot application Azure AD peut faire peur. On parle simplement d'un enregistrement. Donc, en gros, c'est une déclaration d'une configuration dans lequel on va pouvoir avoir un petit peu notre ticket avec notre identification et notre mot de passe pour pouvoir traverser le pont et nous autoriser à arriver au monde de Graph API et pouvoir interagir avec les différents workloads. Si on regarde le schéma, j'ai oublié de mettre les flèches, vous m'en excuserez. On va commencer de gauche, et en l'occurrence, plus particulièrement, on va commencer depuis Power Automate, qui va interagir avec notre application Azure AD. Je vous montrerai un petit peu dans les interfaces où est-ce que ça se trouve. On ne va pas en créer une, mais je vous montrerai rapidement comment ça se trouve. Et qui dispose de droits, parce que déclarer une application, c'est bien, mais l'application de base ne dispose pas de tous les droits. Donc on va lui ajouter des droits pour ni plus ni moins qu'accéder au rapport. On a des endpoints et sur chacun des endpoints, on va pouvoir positionner les droits. Et enfin, on va pouvoir, une fois qu'on récupère ce rapport, on est sur une API REST, donc ce n'est pas l'API qui va d'elle-même venir stocker l'information à un endroit donné. Et vu que nous, notre objectif, c'est de bypasser cette fameuse limite native de Microsoft sur les dashboards, qui est de stocker l'information sur plus de 180 jours, eh bien, on va pouvoir venir le stocker. On va pas faire très compliqué dans le cadre de cette démo, on va mettre sur du SharePoint. On peut le mettre sur du Teams, ça veut dire la même chose, on peut le mettre sur du SharePoint. On aurait pu le stocker potentiellement sur du Dataverse ou ailleurs, et on peut aussi le stocker sur différentes formes. On peut l'avoir sous forme de JSON, on peut l'avoir sous forme de CSV. On aurait pu aussi le stocker ailleurs dans de l'Azure, voire même, si on se dit et qu'on veut respecter la règle de je mets pas tous mes œufs dans le même panier, on aurait même pu le sortir complètement du scope Microsoft au sens large et venir le stocker sur de la WS ou autre. Voilà, après ça dépend votre stratégie là-dessus. Je reviens un petit peu sur là, c'est un petit point technique et un petit encart que je me permets de partager parce que j'ai mis beaucoup de temps à le comprendre et à le trouver quand j'ai commencé il y a quelques années sur Graph API. Déjà, premièrement, comment est construit une requête Graph API? C'est assez simple. On a la méthode, donc comme tout appel d'API. Pour ceux qui connaissent des API, je ne vais pas vous apprendre grand-chose là sur cette slide. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, parce que moi, j'ai fait plusieurs années administrateur système réseau et je ne connaissais pas les API, dans le sens où j'entendais parler, parce que j'étais dans un bureau où il y avait 2 développeurs avec moi. Mais voilà, j'en entendais parler. Je baignais dedans, mais je ne consommais pas. Et j'ai commencé, quand j'ai voulu commencer, il a fallu que je plonge dedans. Et donc, j'ai découvert un petit peu qu'est-ce que c'est que les différentes méthodes. On a différentes méthodes, get, post, update, qui ont des interactions différentes, qui font des choses différentes côté API. Après, on a le endpoint dans sa globalité, tout le endpoint. Et on a toute une partie qui est vraiment l'URL de base pour interagir avec Graph, qui n'est pas très dur à retenir, graph.microsoft.com. Ils ont fait les choses plutôt simplement. Ensuite, on va mettre le numéro de version. Ce qui est bien dans Graph, c'est qu'il y a 2 versions. Une version qui s'appelle V1, c'est la version stable qui est supportée, et une version qui s'appelle Beta ou V2. Je vais répondre à la question sur les permissions, délégation et application juste après que je vois dans le chat. Ensuite, on va pouvoir avoir les ressources. Donc, on va dire qu'est-ce qui nous intéresse. Donc, typiquement, on peut avoir graph.microsoft.com/V1. Je veux aller sur la V1 et je veux Teams. Je veux les ressources Teams. Et après, je vais potentiellement rajouter des paramètres. Donc, je peux dire Teams/l'ID de mon Teams. Et dans ce cas-là, il va me donner toutes les informations relatives à un Teams ciblé.
Si je ne lui mets pas d'ID, potentiellement, il va me ressortir tous mes teams. Ce sont des exemples. Concernant les droits d'application et les droits de délégation, la différence, pour essayer de rester très simple dans mon explication, c'est qu'il y en a un qui va utiliser les droits de l'utilisateur, qui va faire la requête. Typiquement, moi, Adrien Nessim, j'envoie une requête à travers Graph et je vais utiliser les droits délégués, ça va utiliser mes propres droits. Donc, est-ce que Adrien dispose des droits d'accès à ce site SharePoint pour lequel il demande la liste des fichiers, par exemple? Et si c'est un droit d'application, ce n'est pas le droit d'Adrien qui va être utilisé, même si c'est Adrien qui envoie la requête, parce que dans la requête, on dira qu'on envoie la requête et on demande à cette fameuse application, qui sera déclarée ici, je vais le montrer juste après, cette application, d'utiliser ses propres droits. Et donc, si on a positionné des bons droits d'application pour accéder, par exemple, à tous les sites SharePoint, cette application sera en capacité d'interagir et donc le call sera en capacité de se faire. Si c'est pas assez clair, je pourrais revenir sur ce point-là parce que je montrerai après, s'il y a 2 points importants et qui sont les deux, on va dire les 2 marches à arriver à passer pour utiliser Graph. 1, c'est la compréhension de la délégation et des droits d'application. Et 2, c'est comment se générer un token. Quand on fait du Graph API, on a besoin d'envoyer des requêtes. On va voir par la suite qu'il y a un outil qui va vraiment vous faciliter la vie, mais vous serez obligé au bout d'un certain temps, et surtout si vous voulez faire ça avec du PowerShell et même du Power Automate, vous serez obligé d'utiliser aussi du Postman, d'apprendre à vous gérer votre propre token. Votre propre token, c'est un peu vous générer votre propre code qui permet de vous identifier, permet de vous donner cette autorisation et cumuler avec d'autres informations comme l'ID de l'application et le endpoint et l'ID du tenant, on va voir par la suite, vous permet de passer et de traverser le pont. Pour générer un token, je vous l'ai mis l'information ici et par la suite, je vous mettrai des liens pour vraiment apprendre à faire tout ça. Alors, eh bien, j'avais complètement oublié que cette slide était ici. Ce qui va être très pratique pour celles et ceux qui souhaitent découvrir et qui, pour l'instant, se disent « Oula, mais de quoi il me parle, le Graph API, oula, ça a l'air compliqué, token et tout, je comprends pas. Moi, je suis pas là pour, je suis pas développeur, je suis pas là pour ça. » Mais j'aimerais bien quand même pour qu'il m'explique comment est-ce que je me connecte à Graph et que je peux consommer, parce que ça m'intéresse. Eh bien, Microsoft a mis en place un outil, et un outil vraiment très, très, très user-friendly, qui s'appelle Graph Explorer. Vous pouvez y accéder à travers graph.explorer.com ou sinon vous écrivez aka.ms/ge, je vais le remettre dans le chat, /ge, et vous arrivez automatiquement sur Graph Explorer. Et l'idée derrière cet outil, c'est que ça vous donne une interface utilisateur dans laquelle vous pouvez soit faire des tests. Je vous invite à ne pas vous authentifier tout de suite et à faire des tests. Vous faites des tests, on va le voir, je vous montrerai par la suite comment ça fonctionne. Vous faites des tests et vous avez des informations qui remontent automatiquement. Vous pouvez vous authentifier et dans ce cas-là, vous faites des tests avec vos propres droits. Donc vous êtes en droit délégué, ça va tester les droits de Adrien pour récupérer son profil, récupérer sa photo, regarder la photo d'un collègue, etc. Et vous avez accès aux différentes informations comme le token d'accès, vous pouvez voir les permissions qui vous sont attribuées, vous pouvez voir les différentes informations de la requête, les headers, le body, la réponse, etc. Et vous pouvez naviguer entre la V1 et la bêta. Et il y a une sorte, j'ai bien une sorte d'autocomplétion dans vos requêtes qui va vous aider à si vous écrivez groups, graph, list, que vous connaissez pas par cœur, ça va il va y avoir un peu d'autocomplétion pour vous aider à réaliser votre call. Et enfin, surtout, il y a un ensemble de collections et de calls qui sont prédisponibles et qui vous permettent vraiment de vous familiariser à l'outil et d'apprendre à s'en servir. Donc vraiment, moi j'ai petit retour d'expérience là-dessus, j'ai énormément appris grâce à ça. C'est un outil que j'utilise pas au quotidien, mais de manière quasi hebdomadaire. Dès que j'ai besoin de faire des tests, je vais dessus, je teste, et ça me permet rapidement de voir quel est le résultat. Parce que quand je suis en train de m'en servir dans Power Automate ou ailleurs, ou si quelqu'un me dit, tiens, au fait, Adrien, on peut faire ça, on peut voir ça, etc. Moi, je ne sais pas, je ne connais pas, personne ne connaît tout. Je vais dans Graph Explorer, aka.ms.ge, je me connecte, je fais, tiens, vas-y, ah bah oui, ça vient dans Graph, donc potentiellement, on pourra l'automatiser. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que Graph, en fait, c'est pas nouveau. Et sans le savoir, vous le consommez. Vous êtes dans Teams, là je vois d'ailleurs dans le chat, merci pour l'image, vous êtes dans Teams, vous regardez un organigramme,
Vous êtes dans Teams, vous regardez, tiens, mon collègue Amélie, j'ai envie de voir un peu quelle est sa photo, quel est son profil, quelles sont les informations qu'elle a. Tout ça derrière, c'est du graphe qui interagit. Mais c'est Microsoft qui le fait pour vous, donc c'est totalement transparent d'un point de vue utilisateur. Mais Graph ne fait que interagir, ou du moins ne fait que interpréter l'ensemble des signaux qui ont lieu au sein du cloud Microsoft 365. D'accord ? Cela, il a été laissé vide volontairement pour qu'on puisse tout simplement passer sur la démo, parce que ça fait déjà une demi-heure que je parle et que j'ai envie de vous montrer un petit peu concrètement de quoi il s'agit. Et j'en profite, je vois que Bruce réagit sur le chat. Oui, effectivement, toute la partie graph peut être aussi bien d'un point de vue, on va dire, Power User Citizen Developer, dans lequel moi je me mets plutôt, mais pour des gens qui sont plutôt pro-développeurs, des développeurs qui ont l'habitude d'utiliser des langages de programmation, vous pouvez interagir avec Graph. Il y a un ensemble de, de tutos et de samples de code que Microsoft fournit sur quasiment tous les types de langages pour vous aider à démarrer. Donc n'hésitez pas, je vous remettrai les liens et je vais vous les présenter de comment démarrer, parce que c'est vraiment, s'il y a un truc que j'ai constaté en échangeant avec pas mal de monde, c'est que souvent les gens ne savent pas du tout où démarrer, et parfois il y a même eu des superbes présentations démos de Microsoft et malheureusement ils ne les mettent pas en avant alors qu'elles ont toujours de la valeur après presque 3 ans, 3 ans d'existence. Donc je vais revenir ici sur la démo et hop, je vais commencer d'abord par la fameuse application Azure AD. Donc, au sein d'Azure, d'Azure AD, vous avez la possibilité d'accéder à votre annuaire Azure Active Directory. Alors, quand je dis vous avez la possibilité, qu'on soit transparent entre nous, j'utilise un compte Global Admin, je ne m'embête pas avec des droits, d'accord? Donc, si vous souhaitez faire ça, à nouveau, je vous le mettrai par la suite. Faites-vous votre propre tenant. Ne vous embêtez pas à essayer de faire des choses compliquées sur un tenant dans lequel vous êtes utilisateur, mais vous avez potentiellement partiellement des droits. Créez-vous votre tenant. Il y a des possibilités d'avoir des tenants de développement et des tenants de démo de manière très facile et gratuite par Microsoft. Je vous mettrai aussi à nouveau les rappels. Et vous avez la possibilité de faire cela de manière assez simple. Maintenant, quand on est dans Azure AD, je crois qu'il y a un écho. Quand on est dans Azure AD, on a la possibilité de enregistrer donc une application. Donc, on va pouvoir faire cette déclaration. Je vous prends cet exemple que j'utilise pour faire de la gouvernance Teams ou des chatbots. Si je prends cette application, ce n'est ni plus ni moins que j'ai dit, voilà, je voudrais créer une application, crée-moi l'application, et c'est du déclaratif. Je ressors avec un ID d'une application et un peu comme une information, un GUID, une information. Mais bon, ça ne me suffit pas. Donc, je vais pouvoir y créer un secret. Un secret, c'est quoi? C'est le mot de passe. Donc, le mot de passe qui va pouvoir me dire, si tu viens avec l'ID et le mot de passe, je te donne les droits. C'est vraiment ça. Si tu me donnes ça et ça, je te laisserai passer. Et je te laisserai passer, mais si vous mettez rien pour lui dire où il va dire, oui, c'est bien, tu passes, mais bon, jusque-là, aux dernières nouvelles, tu n'as pas de droit sur quelque API que ce soit. Et c'est là où on va intervenir la partie, et on va pouvoir voir la différence entre les droits délégués et les droits d'application. Donc ici, au niveau d'API permission, on va pouvoir ajouter des droits. Et si on ajoute des droits, on a la possibilité d'ajouter beaucoup de choses. Ça ne cesse de s'augmenter d'ailleurs, et c'est plutôt très agréable de voir Microsoft investir fortement là-dessus. On a même des interactions avec Customer Insight, avec Dynamics, avec des dernières briques d'Azure, même du Yammer. Tiens, il faudrait que j'aille voir un petit peu qu'est-ce qu'ils nous proposent là-dessus. Et nous, ce qui va nous intéresser, et d'ailleurs, je pense que la messe est dite, quand on voit la taille que Microsoft met pour Microsoft Graph par rapport aux autres encarts, je pense que vous avez compris que Microsoft souhaite que vous utilisiez Microsoft Graph, principalement. Et quand on va utiliser Microsoft Graph, on va pouvoir choisir entre les droits de délégation. Donc, comme son nom le dit, c'est l'application va utiliser l'utilisateur et ses droits en cours pour appliquer les droits, et les droits d'application, et c'est vraiment l'application même qui dispose des droits, et on va faire une vérification là-dessus. Je vais m'arrêter là juste pour vous montrer les droits qui sont ici. Une fois qu'on choisit des droits et qu'on les positionne, il ne faudra pas oublier de faire ce qu'on appelle l'admin consent, donc qui va, quand vous ajoutez les droits une deuxième fois, c'est un peu le save, et il faut dire, voilà, j'autorise, et il faut un compte global admin pour dire, à l'échelle de l'organisation, j'autorise cette application à disposer de tel et tel et tel droit. Donc, dans mon cas, vous voyez que je m'amuse avec pas mal de droits. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est ce droit-là. Si vous êtes amené à vouloir collecter les rapports, il faudra vous concentrer sur ce droit-là, les fameux reports, read all,
qui vous permettent de venir consommer les rapports. Mais on peut aussi interagir avec des données, mais qui ne sont pas forcément des rapports, mais qu'on pourra potentiellement venir alimenter demain dans notre Power BI par la suite ou dans notre repository, que ce soit un repository Azure, SQL, ou SharePoint, peu importe. On peut aussi interagir avec l'API d'Office 365 Management ou venir collecter les audit logs, potentiellement, ou que certains en fonction de filtres. Donc, c'est ici qu'on va pouvoir positionner les droits de cette application pour interagir avec Graph API. Enfin, une fois qu'on a fait ça, je vais passer juste 2 petites secondes sur Graph Explorer pour que ça fasse la suite logique. Et après, on va commencer à regarder un petit peu Power Automate, comment on se connecte, comment est-ce qu'on collecte, et les accès aux différents rapports et le stockage dans SharePoint pour être consommé dans Power BI. Donc, Graph Explorer, comme vous voyez ici, je suis connecté. Et ce qui est très pratique, c'est que je peux cliquer automatiquement dans tous les samples qui sont ici. Ça fait des tests. Je peux voir un petit peu qui est mon manager. Bon, malheureusement, j'ai pas de manager puisque je suis, entre guillemets, PDG de ce tenant. Donc, j'ai pas de manager. Mais je peux récupérer mon profil. Donc, on voit le nom, le prénom, etc. Et on voit aussi la structure. Mais ici, je peux venir, par exemple, et je voudrais voir un peu qu'est-ce qu'il y a sur Teams. Sur Teams, Microsoft propose déjà des samples comme ça. Et je vais pouvoir voir, tiens, je vais voir Channel Info. Donc là, on voit que Microsoft ne me retourne rien. Pourquoi? Parce qu'il me fait déjà la structure, donc la fameuse structure que je vous ai présentée dans la slide. Je vois que je suis en V1. Je vois les différents droits dont j'ai besoin potentiellement pour accéder à ce type de call. Donc, j'en dispose déjà. Mais je vois aussi qu'il va falloir que je fournisse l'ID d'un tenant. Et si je cherche à avoir les informations d'un channel, il faut aussi que je mette un channel ID. D'où le fait que, avant de vous plonger là-dedans, je vous conseille vraiment de ne pas vous authentifier. Vous voyez, si je le fais comme ceci, sans m'authentifier, et que je fais la même requête, Teams, qui est ici, et que je prends Channel Info, eh bien, vous allez voir que Microsoft me présente un petit peu le résultat. Et ça, quand on cherche à apprendre comment fonctionne Graph, et même par la suite pour la partie Power BI et autres, c'est extrêmement important parce que là, on peut se dire, très bien, je vais pouvoir potentiellement avoir dans mon Power BI, donc dans mes KPI demain, je vais pouvoir faire une liste de mes canaux et je vais pouvoir aussi déterminer si les canaux sont sélectionnés en favoris. Et j'ai en fait ici l'ensemble des informations qui vont être remontées pour chacun des canaux que j'interrogerai. Et je vais pouvoir me dire, OK, j'ai son ID, donc je pourrais faire le match avec potentiellement l'ID si je récupère un Teams et que je fais la liste des canaux. J'ai la date de création, etc., etc. Et ça, c'est un exemple. D'accord? Quand vous êtes connecté, vous n'êtes plus dans l'exemple, vous devez fournir vos propres informations pour aller taper directement sur vos données qui sont présentes dans votre Azure AD. Donc, gardez bien ça en tête et petit conseil, commencez par faire des tests. Vous voyez, si je fais Tabs in Channel, je vais avoir un exemple. Bon, là, il ne m'a rien mis, mais je vais avoir un exemple. Si je fais Item in Team Drive, il devrait me présenter un exemple. Là, il me présente un exemple. Il me dit, voilà, le nom du document s'appelle Benefits, il est sur tel endroit. Et vous voyez, ça, c'est pas du tout mon tenant, ni même un tenant de démo à moi. C'est quelque chose qui vient de chez Microsoft automatiquement. Donc, voilà pour petit aparté là-dessus. Donc, sur Graph Explorer, vraiment, il ne faut pas hésiter. Par contre, attention, ce que vous voyez ici ne reflète en rien le scope des capacités des Call API. Si vous avez besoin d'avoir accès aux Call API, vous cliquez sur ce lien-là qui va vous ouvrir l'intégralité de ce qu'on appelle la référence. Donc, c'est la documentation, c'est la documentation de l'API Graph. Et vous pourrez naviguer dans tous les calls et regarder un petit peu comment ils sont faits. Et là, on rentre un peu plus dans le côté documentation, développement, mais très pratique parce que à partir du moment où on vous demande est-ce qu'on pourra chercher ça avec Graph API, je sais par exemple que Mehdi m'avait sollicité pas mal là-dessus. Typiquement, Graph API documentation, je sais si ça remonte. La partie V1 étant supportée, la partie bêta ne l'étant pas, donc attention à l'utilisation de la bêta, à éviter en production. Donc on a vu la partie Graph API, on a vu la partie application Azure AD. Et maintenant, comment est-ce qu'on va pouvoir consommer le tout? Et moi, comme je vous ai dit, l'idée, c'est de rester sur le côté Power Platform, mais on peut le faire en PowerShell, on peut le faire avec d'autres langages de développement, et même on peut construire des applications SaaS, comme je vous ai dit, il en existe sur le marché. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai pris comme parti? J'ai pris le parti de créer une solution Power Platform. Pourquoi une solution? Parce que c'est la bonne manière de faire, ça respecte les bonnes pratiques, ça permet d'avoir
un container dans lequel je vais pouvoir mettre mes différents assets et dans mes assets, je vais avoir potentiellement plusieurs workflows pour faire le travail. Pourquoi plusieurs? Parce que on va séparer vraiment en 2. Merci, Bruce, pour ce lien. On va séparer en 2 vraiment la collecte des rapports de graphes, ceux qui sont l'objet de la session d'aujourd'hui, et la collecte de ce qu'on va plutôt appeler des rapports custom qu'on va venir construire nous-mêmes. Parce que si je vous ai dit que Microsoft était très gentil et nous fournissait plein de rapports, je vous ai aussi dit que Microsoft n'allait pas assez loin, ou du moins Microsoft fait du généraliste et ne fait pas de spécifique. C'est pas dans son intérêt. Ils essayent de répondre à la masse des organisations. Mais si vous, dans votre besoin, dans votre cadre bien spécifique, vous souhaitez par exemple remonter quelles sont la liste de mes planeurs consommés dans lequel il y a des tâches sur tel BU, eh bien, il y aura plein de conditions pour y arriver, mais aucun rapport de Microsoft ne vous fournira ça. Ça sera à vous d'aller le collecter vous-même et de passer par Graph API pour le faire. Donc, j'utilise, comme je vous ai dit, une solution, en l'occurrence une solution Power Platform, pour avoir mes différents workflows. J'ai un workflow d'industrialisation, ou du moins un workflow d'orchestration, qui me permet de déclencher d'autres workflows et de récupérer certaines informations. Autre élément sur lequel je ne m'arrêterai pas très longtemps, mais je le passe juste à titre d'information, quand vous êtes amené à utiliser Graph et en l'occurrence une application Azure AD, il y a potentiellement, c'est même pas potentiellement, il y a des informations en l'occurrence comme le secret qui peuvent être sensibles, et je vous invite à éviter de stocker ça directement dans votre workflow, à utiliser plutôt un Azure Key Vault pour venir stocker cette information et faire en sorte que ça soit chiffré ou protégé quand cette dernière est consommée dans votre workflow. Évitez de mettre ça en clair. C'est bien pour des phases de développement, mais ne gardez pas ça en clair quand vous passez en production. C'est quelque chose qu'on voit trop souvent et qui est vraiment pas propre. Ça respecte pas les bonnes manières de faire. Pour information, un Azure Key Vault coûte moins de 1 € par mois. Je reçois des factures tous les mois de Microsoft pour mon tenant et ça dépasse jamais les 50 centimes. Donc, si vous voulez vous amuser, et même dans la durée, ça ne va pas vous ruiner. Maintenant, regardons un peu concrètement comment est-ce que j'ai construit ce workflow qui mériterait d'être totalement optimisé, parce que ça commence à faire plusieurs mois que je l'ai rédigé et en m'y repenchant hier soir pour le refaire fonctionner correctement, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même pas mal de pistes d'amélioration. Donc, n'hésitez pas à être critique sur ce que vous voyez. Je prends vraiment tous les avis là-dessus. L'idée, ça va être d'avoir un workflow qui va, dans Power Automate, malheureusement, on n'a toujours pas la possibilité de collapse un petit peu, de réduire le nombre des variables visibles. Donc, un large nombre de variables est déclaré. Et ensuite, un scope pour rentrer dans les différents rapports. Alors, les différents rapports, c'est ceux que je vous ai présentés. Salut Amélie. C'est ceux que je vous ai présentés dans l'API Graph. Et si on en prend un, par exemple, qui est ici, je vais pouvoir rentrer dans le scope que moi j'ai déclaré Teams, et dans chacun de ces scopes, je vais pouvoir récupérer le rapport en question. Donc Microsoft fournit par exemple un rapport qui s'appelle le nombre des utilisateurs, enfin Teams Device Usage User Count. Donc son nom est plutôt parlant. On va pouvoir récupérer le nombre d'utilisateurs par type d'appareil. Donc ça va permettre de savoir combien d'utilisateurs utilisent iOS, combien sont sur Windows, combien sont sur Android, etc., etc. Mais pour avoir découvert ça un peu et m'être pris le mur pendant un certain temps, attention, je vous déconseille de faire ça avec Graph Explorer. Vous allez me dire, attends, t'es mignon, tu nous dis Graph Explorer, après tu ne dis pas Graph Explorer. Il faudrait savoir. Le problème, c'est que Graph Explorer est un outil bien d'un point de vue fonctionnel pour récupérer de la data de type string, des chaînes de caractères. Et en l'occurrence, quand on récupère des rapports, on récupère un lien qui nous permet ensuite de l'appeler pour récupérer ensuite un fichier CSV ou sous forme de JSON, de le télécharger. Graph Explorer ne permet pas de le faire. D'accord ? Graph Explorer vous remontera une erreur si vous essayez de le faire à travers Graph Explorer. Pourquoi ? Parce que vous allez avoir un premier call. Alors, malheureusement, je ne peux pas vous le montrer parce que ça, c'est l'avantage des avantages d'utiliser Key Vault, c'est que ça protège aussi le call. Mais vous allez avoir une première information qui vous, on le voit ici, qui vous récupère le rapport. Donc, l'API Graph vous retourne l'URL du rapport avec un token pour pouvoir le télécharger. Excusez-moi, un token pour pouvoir le télécharger, une longue URL. Et sur la base de cette URL, vous allez pouvoir télécharger le document, donc un simple get sur cette URL que vous récupérez. Et ce document
va pouvoir être stocké. Et là, on voit que j'utilise, en l'occurrence, j'ai fait ma configuration hier soir, je vais utiliser un site SharePoint, mais comme je vous l'ai dit, ça aurait pu être autre chose, dans lequel je vais venir positionner dans une bibliothèque de documents mes différents rapports, les rapports pour telle information et telle information. Là, je ne fais que m'appuyer sur les rapports Microsoft 365. Ça veut dire que je n'invente aucune information, je ne vais pas plus loin que ce que Microsoft fournissait out of the box, d'un point de vue de l'information. Par contre, d'un point de vue du stockage, d'un point de vue de la pérennité dans le temps, je vais beaucoup plus loin. Là, c'est stocké dans SharePoint. Aux dernières nouvelles, SharePoint, il garde ses données plus de 6 mois quand même. Hein. C'est plutôt pratique. Donc, je vais pouvoir garder dans le temps toutes ces informations et être plutôt à l'aise. Donc, je ne vais pas vous les passer un par un, vous avez compris l'idée. C'est la même moulinette à chaque fois pour Outlook, pour SharePoint, pour Yammer. Donc, je vais être transparent avec vous, c'est assez lourd à écrire, mais une fois que c'est écrit, on est content. Et d'où le fait d'utiliser une solution Power Platform, ça fait que si demain je dois le pousser sur un autre environnement, chez un client, pour un collègue, dans un autre tenant à moi, dans un autre environnement Power Platform à moi, eh bien, je vais pouvoir exporter ma solution et la réimporter, monnayant un petit peu de paramétrage. Je vais pouvoir retrouver automatiquement toutes mes données et les collecter. Maintenant, intéressons-nous un petit peu à la partie Collect Custom. Donc ça, c'est la collecte, on va dire, graphe classique, les rapports de Microsoft. Mais on a aussi la possibilité de montrer, alors je suis désolé, il est en erreur, mais c'est pas gênant, le concept est le même, de regarder un petit peu comment est-ce qu'on va pouvoir faire une collecte custom. Une collecte custom, qu'est-ce que ça veut dire avant de regarder un petit peu le workflow? Ça veut dire que on ne veut pas s'intéresser juste au rapport, mais on veut potentiellement aller collecter des informations qui ne sont pas présentes dans les rapports. Par exemple, on souhaiterait savoir la moyenne du nombre de canaux dans une équipe Teams. Ça permet de mesurer un petit peu l'adoption et ça permet de montrer de manière assez intelligente le type d'adoption qu'on a sur Teams, parce qu'on peut constater très souvent dans des organisations que 90% des équipes Teams sont juste avec le canal général. Donc, en fait, on sait que les gens n'utilisent pas les Teams à son plein potentiel et ça mériterait potentiellement d'être mis en avant, d'y avoir des campagnes d'adoption, etc. derrière. Donc, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir construire nous-mêmes un rapport et on va pouvoir, à condition d'avoir accès aux équipes, à nouveau, on ne va pas pouvoir s'octroyer des droits comme ça à la volée. En théorie, on peut, mais ce n'est pas la bonne manière de faire. On va rentrer dans les équipes et on va collecter ces informations. Et donc là, on est totalement dans du custom. Donc, on n'est pas en train de collecter un rapport, on est en train de construire le rapport à coup de boucles, à coup de patterns qu'on va construire nous-mêmes. Donc, si je veux récupérer l'information que je viens d'évoquer, je vais devoir parcourir l'ensemble de mes équipes Teams. Ce que je fais ici, je récupère tous les groupes unifiés. Après, je vais récupérer l'ensemble des équipes Teams. Je vais rentrer dedans, je vais récupérer l'ensemble des canaux. Je vais devoir stocker les informations petit à petit. Plus je descends dans mon arbre que je vous ai montré tout à l'heure, par rapport à l'architecture, plus je descends, plus je vais stocker les éléments de référence, les ID de Teams, les ID de canaux avec les ID de Teams pour faire le match après dans Power BI, et je vais stocker ça sous la forme de CSV. Et à la fin, l'objectif est le même, toujours, venir stocker sous la forme de CSV, sous la forme d'Excel, quelle que soit la forme que vous souhaitez donner à votre rapport, venir stocker le groupe, l'ID du groupe, le display name, le user principal, etc. etc. Donc là, c'est dans un cas où je récupère les membres des équipes Teams. Donc, je souhaite avoir par équipe Teams les membres. Après, j'aurais pu avoir les canaux, etc., etc. Vu que je vois que le temps défile assez vite, je vais m'arrêter sur cette partie-là, au moins pour avoir le temps de vous montrer la partie Power BI rapidement. C'est juste une présentation. Cette session n'est pas très centrée autant sur le côté analyse, mais plutôt sur le côté collecte. Et dans une autre itération de cette session, j'espère pouvoir présenter l'autre volet, plutôt le côté analytics, analyse de ces données. Donc, je vais passer sur Power BI directement. Et je vous montre rapidement une présentation d'un dashboard. Tout ce qu'il y a de plus basique, je ne suis pas du tout expert Power BI, donc ne m'en voulez pas sur la qualité des visuels et de la présentation. Mais l'idée, c'est juste de vous expliquer qu'une fois qu'on a collecté ces informations et qu'on les a stockées dans SharePoint ou potentiellement dans un autre répertoire de données, on va pouvoir s'y connecter. Comme on voit ici, on a la possibilité de se connecter à un large éventail de
stockage pour pouvoir collecter ces informations. On a en l'occurrence plusieurs possibilités pour SharePoint, d'accord. Et une fois qu'on a collecté qu'on s'est connecté à cette source de données, il va falloir transformer la donnée, potentiellement nettoyer, enlever certaines informations, en ajouter aussi. Si on veut avoir des calendriers, par exemple, dans le temps, côté Power BI, il va falloir ajouter certaines informations. Et après, on va être en capacité de la présenter. Et ici, on va pouvoir voir le suivi du cumul des équipes Teams ou l'activité sur la répartition entre les canaux, les messages privés et les messages d'équipe, le nombre, les fameux utilisations des devices par rapport au call que je vous montrais tout à l'heure. On voit que dans mon tenant, bon, c'est un tenant de dev, donc les données sont vraiment très faibles. Et je l'utilise principalement en web. J'utilise tout le temps mon tenant de démo en web. Et donc, on voit que dans 99%, en l'occurrence 96,21 pour être précis, l'usage est fait sur du web, etc., etc. Donc, le côté comment dire, démo et présentation va pouvoir se faire directement à travers Power BI. On aura aussi la possibilité, si on souhaite aller plus loin, de venir construire une application Power BI. Ça faisait partie de mes plans initiaux, mais j'ai dû réduire un peu la voilure étant pris par le temps. Donc, je vais revenir sur les slides, juste pour évoquer certains points, parce que s'il y a des gens qui sont intéressés par ce type de projets de construction, il y a certains pain points que j'ai rencontrés, d'autres sur lesquels je bute toujours. Donc, il y en a qui ont des pistes d'amélioration ou des idées, n'hésitez pas. Et aussi, il y a d'autres choses sur lesquelles je m'intéresse pour venir potentiellement faire de l'automatisation. Déjà, pour revenir sur le point des outils SaaS, et en l'occurrence celui de Modality System que je vous ai brièvement présenté, s'il y a un des gros pain points, c'est le côté le coût. Parce que tous ces outils, et malheureusement dans le modèle SaaS, c'est un peu la norme. C'est pas forcément, je trouve pas forcément ça très pertinent, mais c'est la norme. Le business model est très souvent sur du pay per user, ce qui peut très rapidement être un no-go quand on est sur des organisations à plus de 5 000, 10 000, 100 000 utilisateurs. Vous doutez bien que le calcul peut faire mal très vite. Et il y a aussi le côté la confiance, parce qu'il y a une interaction, il y a des données qui vont sortir de manière de fait, il y aura des flux d'informations qui vont sortir du tenant. Donc ça peut être problématique. Ensuite, on a un autre problème qui peut être le fait que quand on souhaite réaliser ce genre de choses, Azure AD ne suffit pas. On aimerait que ça suffise. Moi, j'aimerais beaucoup qu'Azure AD suffise, mais malheureusement, on le sait, c'est une réalité depuis plusieurs années, même si ça a tendance à changer plutôt. Les organisations n'ont pas d'Azure AD propre et elles n'ont même pas d'AD propre. Et parfois, les données ne sont dans un AD qui n'est pas propre. Donc, pouvoir faire des liens entre un profil d'utilisateur Office 365, Adrien Nessim, @contoso.com sur Office 365, quel est son département? Ah oui, mais son département, ça est déterminé par l'OU dans laquelle il est dans l'AD on-prem. Donc, il va falloir faire des liaisons. Donc, uniquement utiliser Graph et les rapports ne suffira pas. Vous devrez collecter Graph. Vous devrez collecter Graph avec l'UPN de l'utilisateur, ce qui n'est pas très propre d'un point de vue RGPD. Et ensuite, vous devrez faire le match avec l'information de Adrien Nessim-Sokar par rapport à l'OU qui vient déterminer la BU dans laquelle il est. Donc, souvent, les organisations ajoutent beaucoup de complexité de par leur découpe et la manière dont elles sont présentées dans le système d'information. Enfin, les gros volumes. Ça, c'est un vrai problème et un vrai frein, selon moi, à l'utilisation de Graph. Graph n'est pas fait, du moins pas dans la manière dont je l'ai présenté, pour des gros volumes. Peut-être que Graph Connect le permet, j'ai pas encore eu le temps de creuser là-dessus, mais une vraie limitation là-dessus. Je ne sais même pas d'ailleurs si les solutions tierces ont des capacités ou ont accès à une version de Graph un peu particulière. J'essaie de me renseigner là-dessus. Mais voilà, le gros volume peut amener vraiment un frein à l'utilisation de Graph. Et c'est pour ça que j'ai mis que parfois la solution la plus simple reste la plus old school. En gros, ça veut dire que quand on est sur des gros volumes, parfois, réinventez pas la roue. Utilisez PowerShell. Ça va vous consommer énormément de gigas sur un serveur. Ça va potentiellement mettre 8-10 heures à tourner, mais ça va tourner. Et vous n'aurez pas du throttling sur lequel vous n'avez aucune maîtrise et qui peut être totalement aléatoire, comme ça le sera avec Graph. Au moins, enfin, vous en aurez,
mais il sera différent et il sera maîtrisé. Et vous savez que si vous avez 50 000 utilisateurs et que vous faites tourner votre script pour parcourir tous vos Teams, tous vos sites SharePoint, ça vous prendra peut-être 8 heures, mais au moins ça fonctionnera. Et enfin, la dernière partie du coup que j'essaye de creuser quand j'ai du temps et sur laquelle j'espère pouvoir présenter quelque chose sous peu, excusez-moi, c'est la partie RPA et voir comment est-ce que avec l'automatisation desktop, on pourrait avoir un monde un petit peu hybride entre j'ai une partie des rapports collectés à travers Graph et mon workflow de manière automatique et j'ai potentiellement des informations collectées depuis des scripts PowerShell qui seraient déclenchés via du RPA. Et j'ai aussi potentiellement le merge des deux pour venir alimenter un dashboard Power BI ou venir faire, excusez-moi, une configuration et le faire tout ça à travers du RPA. Ça peut être potentiellement une piste pour vraiment la partie collecte. Dernière partie, comme je vous l'avais promis, si vous souhaitez commencer, vraiment, cherchez pas plus loin, Microsoft Learn. Vous avez un riche panel de formations à disposition pour découvrir à la fois Power BI, à la fois Graph, à la fois Power Automate. Donc, n'hésitez pas. Et à nouveau, je vous mets les 3 points vraiment importants. Un tenant de dev ou un tenant de démo, comme l'a mis Bruce dans le lien, merci pour le lien, c'est gratuit. Vous avez 25 licences Microsoft 365 et vous pouvez vous amuser complètement. Power BI, j'utilise une version gratuite de Power BI. Je n'ai pas besoin d'avoir un Power BI Premium pour faire ce que je vous ai présenté. Et enfin, Power Automate, bon, malheureusement, il y aura des calls à faire en HTTP, donc vous aurez besoin de la licence Premium, mais vous pouvez utiliser du trial pendant déjà un certain temps. Et enfin, si vous souhaitez faire dans la durée et que Power Automate n'est pas adéquate à votre besoin et vous ne souhaitez pas avoir une licence premium ou vous ne pouvez pas en avoir, PowerShell. PowerShell fera le travail. Enfin, les rapports de graphes, c'est pas quelque chose de nouveau. Et quand j'avais découvert cette date-là, j'avais été assez surpris parce que je pensais que c'était un peu plus récent que ça. Et non, ça fait déjà très longtemps que c'est là. Donc, un petit peu surpris de voir que finalement, ça n'a pas autant pris dans les organisations ce côté customisation des rapports parce que pourtant, à chaque fois que personnellement j'échange, je ne sais pas pour vous, mais j'échange avec des organisations, le besoin en monitoring est vraiment très criant. Et dernier point, je vous incite à regarder. C'est quelque chose que Microsoft a fait il y a maintenant plus de bientôt 3 ans, qui s'appelait 30 Days of Microsoft Graph. C'est vraiment, si vous souhaitez commencer from scratch, un peu comme on dit, from zero, to hero, c'est à suivre. Ce sont des mini-formations, donc ça vous prend peut-être une demi-heure par jour à peu près à regarder. Tout est déjà fait, vous n'avez plus besoin d'attendre. Tout est déjà fait. Moi, à l'époque, j'attendais les jours par jour, semaine par semaine quand ça sortait. Et vous allez vraiment découvrir l'intégralité de comment se connecter à Microsoft Graph. La fameuse question qui m'était posée tout à l'heure, comment est-ce qu'on fait la différence, droit d'application, droit délégué, les différents endpoints, etc. Il y a des parties un peu plus dev, il y a des parties un peu plus power user, mais vous trouvez vraiment tout ce que vous avez et tout ce qui pourra vous intéresser dedans. Je vais regarder, je vois qu'il y avait une question. L'URL étant connue, on pourrait imaginer mettre ça dans une boucle qui colle un child flow générique. Est-ce que tu es toujours là, Théo? Juste pour préciser un tout petit peu ta question. Mais l'URL étant connue, oui. Est-ce qu'on pourrait imaginer mettre ça dans une boucle? Oui, on peut même normalement faire du batch, mais j'ai pas testé cette partie-là. Et faire un call dans un child flow générique, je vois pas ce que tu veux dire par là, mais j'imagine que oui. Moi, j'utilise déjà des child pour faire mes calls et séparer pour faire mes workflows et séparer les deux. Modèle partagé sur GitHub, qu'est-ce que tu veux dire par là, Bruce? De quel modèle tu parles? Tu veux que je partage le modèle PowerPoint, le modèle Power BI ou le modèle Power Automate, le workflow? Ouais. C'était au moment du workflow qu'il a fait ça. Ok. Pas comme ça en l'état parce qu'il y a pas mal d'informations, les secrets et autres, mais j'ai prévu de faire un post blog d'ici quelques semaines, jours, dès que je peux. Mais oui, n'hésite pas à me relancer pour pas que j'oublie. Mais oui, je peux le partager. C'est quelque chose qui vous fera gagner du temps parce que les rapports sont déjà dedans et concrètement les faire à la main pour l'avoir déjà dû à le refaire une fois parce que j'ai eu un gros problème. C'est plus de 2 heures de boulot et c'est pas très intéressant. Est-ce qu'il y a encore des questions? Je vois qu'on arrive au terme de la session. J'ai pas laissé beaucoup de temps aux questions, je m'en excuse.
J'espère en tout cas que ça a été intéressant. N'hésitez pas à me dire si c'était pas ce que vous attendiez en session. Et à nouveau, j'insiste, j'ai eu un angle d'approche un peu plus automatisation collecte que partie plus analyse. Mais c'est en vue de présenter une deuxième mouture de cette session où je serai plus le côté analyse. Les données que j'ai présentées sont dans SharePoint. J'ai pas encore testé de les mettre dans Dataverse. D'un point de vue technique, je vois pas ce qui m'en empêcherait. Et d'ailleurs, ça m'intéresse fortement de regarder même plus précisément Dataverse for Teams et voir si je peux rester dans la limite de ces 2 gigas de stockage tout en stockant les rapports, ce qui pourrait être une très belle solution Dataverse for Teams, donc gratuite à comprendre, inclus dans les licences Microsoft 365. Et puis SharePoint, c'est moins cher, exactement. SharePoint, c'est moins cher que Dataverse. Mais Dataverse for Teams a aussi des bons arguments. Pas d'autres questions? Écoutez, je vous remercie à toutes et tous pour être restés jusqu'au bout. Je sais que c'est pas si simple que ça le matin. En tout cas, vraiment merci d'avoir été là. Et puis, écoute, je te laisse couper le record, Antoine. Yes, merci beaucoup. Bonne journée à tous.